les combats les plus intenses entre l'Allemagne et la France se sont concentrés sur ces quelques centaines de kilomètres carrés. Les Ardennes sont complètement rasées. L'Aisne et le Nord le sont à 80%. À Verdun, c'est bien simple, il n'y a plus aucun champ cultivable. Les troupes réquisitionnées pour déblayer Noyon, dans l'Oise, découvrent une ville fantôme. Les façades ne sont plus qu'un décor. Sur 1800 maisons, seules 23 sont encore habitables. Valorisant la réussite et l'engagement dans les études supérieures. Alors ma question, Monsieur le ministre, le gouvernement entend-il ouvrir une adaptation du dispositif afin que les étudiants polynésiens puissent enfin bénéficier de l'aide nationale au mérite, ou assume-t-il le maintien durable de cette différence de traitement? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Baptiste, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Nicole Sanquer, je vous remercie de cette question et je comprends votre interrogation. Je veux cependant vous dire que les aides au mérite sont pleinement applicables aux étudiants polynésiens et originaires de la Polynésie française. Tout étudiant qui bénéficie d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut bénéficier de l'aide au mérite s'il répond évidemment aux conditions prévues liées à ce mérite. Le point de vigilance se situe au niveau des critères d'exclusivité des dispositifs d'aide financière destinés aux étudiants polynésiens institués par le gouvernement de Polynésie. En effet, leur réglementation interdit le cumul avec des bourses opérées par mon ministère. C'est pour cette raison aujourd'hui que certains étudiants polynésiens qui bénéficient de la bourse du gouvernement de la Polynésie française ne peuvent pas bénéficier de l'aide au mérite car ils perdraient sinon leur bourse locale. Il ne m'appartient pas évidemment de me prononcer sur les critères fixés par le gouvernement polynésien en la matière, mais je vous... D'ailleurs, vous disiez, oh, j'étais à l'école publique. Enfin, complètement. Oui. Parce que c'était une région très très particulière, très marquée par la contre-réforme. La région, c'était les Chouans. L'armée chouane a été massacrée là. Et avec un encadrement religieux de tous les côtés. On était à l'école des frères. Il y avait l'école des sœurs, on était 250 à l'école des frères, 250 à l'école des filles. Oui. Et à l'école publique, ils étaient 5. Voilà. C'est ça. Donc c'était l'école du diable. Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai cru quand même comprendre que ce collège privé dans lequel vous allez, c'est quand même pas un collège où on endoctrine. Est-ce que je me trompe pas? Enfin, je veux dire, vous sentez un endoctrinement et c'est ça que vous voulez... C'était moins à l'école même que tout cet environnement où vous étiez... De toute façon, il y avait la messe tous les dimanches, il y avait toutes les fêtes religieuses, il y avait le rituel de la confession, la communion, il ne fallait pas manger 3... Le ministre des Transports. Monsieur le ministre, en ce moment même se tient à Paris le Salon international du transport et de la logistique. Mais sur le terrain, la colère monte et la mobilisation des transporteurs est en cours. Les défaillances explosent, les coûts flambent, les marges s'effondrent. Depuis l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le prix du gazole atteint des niveaux historiques. Et comme si cela ne suffisait pas, les vols de carburant se multiplient. Partout en France, des réservoirs sont percés, des camions immobilisés. Un réservoir vidé, ce n'est pas seulement du carburant volé. C'est un conducteur bloqué, une tournée annulée, du chiffre d'affaires perdu. Et pendant ce temps, les charges continuent de tomber. Et face à cette crise brutale, que proposez-vous? Des aides ponctuelles, des chèques, du chômage partiel. Mais les transporteurs ne demandent pas à être mis sous perfusion. Ils ne demandent pas à travailler moins. Ils veulent rouler, livrer, vivre de leur travail. Pendant que vous temporisez, des camions s'arrêtent, des entreprises ferment, des familles s'inquiètent. Et si nous en sommes là, c'est parce que depuis des années, les réformes structurelles ont été évitées. Je pense parce qu'à l'instabilité énergétique s'ajoute à des décisions politiques mal calibrées. Je pense notamment à la taxe sur les petits colis. Vous pensez... Où on est? C'est scandaleux. C'est une honte. Vous voulez quoi? Vous voulez recommencer? Vous voulez ma tête comme votre collègue? Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée? Je crois que l'hémicycle vous demande des excuses.
Soyez démocrate. Retirez votre tweet. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui d'entre vous peut lever la main? Lorsque j'ai fait ce geste, ce double geste, on m'a dit 1, j'ai dit 2, parce que c'est 2, j'ai dit, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Et je suis vraiment fière. On a actuellement à la question du Sénat un élève du lycée Fribourg. Ah oui, oui, je suis que vous très avez emmené fière. dans vos bagages. Ah oui, je suis très fière. Ah, magnifique. Ben moi, je la trouve fameuse, cette tarte. Et les pommes, elles sont locales? Ah oui, proviennent des vergers de Sédière. C'est une exploitation agricole qui se situe à 10-12 km de Poligny. Vous voulez pas m'y emmener? Seulement si j'ai le droit de terminer ma tarte. Oh, mais bien sûr. Oh là là, je ne vais pas vous priver de votre tarte. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Monsieur. Qu'est-ce que vous faisiez pendant qu'on était en train de remonter ce champ? Écoutez, j'étais en train de regarder mes vieux arbres qu'on va arracher. Vous allez arracher les arbres qui sont là, les pommiers? Oui, absolument, oui. C'est envisagé en tout cas, bien sûr. Mais ça ne peut pas vivre 100 ans, un pommier ou... Alors, d'un point de vue agronomique, si. La solidarité contre le naufrage, c'est aux éditions Sinopia. Alain Pirot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste, documentariste spécialisé dans les questions de défense. Et Jonathan Boucher-Petersen est évidemment resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. On va commencer avec le projet le plus emblématique de ces dernières semaines, la construction d'un nouveau porte-avions annoncé, c'était en décembre dernier, par le président de la République. Écoutez. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Ce chantier sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Stabilité aussi, au profit de notre partenaire stratégique, les Émirats arabes unis, avec qui nous entretenons des liens de très grande confiance. Alors, on a appris depuis que ce porte-avions s'appellera le France Libre. Jean-Marc Wessous-Faure, est-ce qu'il est indispensable à notre crédibilité militaire, ce porte-avions? Je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui posent la stratégie militaire de ce pays. Il est incontestable que c'est un outil stratégique essentiel. On a toujours eu des porte-avions. Il était important de pouvoir le renouveler. Il y a beaucoup d'améliorations, notamment dans la capacité de portage des avions, la capacité à décoller. À 13 classements sans suite ordonnés par le procureur de la République. 13 classements sans suite de procédures, et toutes les procédures dans lesquelles Mme Rima Hassan avait été entendue jusqu'à présent ont fait l'objet de classements sans suite venant confirmer l'absence d'infraction pénale pouvant lui être reprochée. Nous n'avons jamais eu le moindre élément quant à l'état de ces différentes procédures avant hier. Depuis 2024, en dépit des nombreuses relances que nous faisons auprès du procureur de la République, nous n'avons strictement aucune information, notamment sur la première audition libre intervenue en mai 2024, comme nous n'avons strictement aucune indication sur ce qu'il s'est déroulé depuis mai 2024. Premier élément, parfaite collaboration, et c'est exactement en fait avec ce même souci de collaboration que Rima Hassan s'est présentée hier au commissariat. Et il y a vraiment un point qui est tout à fait central ici, c'est qu'il n'y a strictement eu aucune interpellation de Rima Hassan, et non seulement il n'y a eu aucune interpellation de Rima Hassan, complète parce qu'elle exporte beaucoup. On est le deuxième exportateur mondial. Et pour ça, vous avez des garanties publiques qui sont données par BP Assurance Export, qui est l'ex-Coface qui est intégré depuis 10 ans dans BPI. Et vous avez un financeur public qui est l'ASFIL.
Et là, nous, très près du domaine, on a fait plus de 10 milliards de financements qui ont permis de faire 16 milliards de crédits export. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un vecteur de développement qui vient s'ajouter aux dotations budgétaires pour que l'industrie de défense française puisse se développer. Et elle se développe. Quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, notamment en termes de production industrielle, la production industrielle dans différents secteurs, depuis 2022, elle a augmenté de 20 à 40%. Donc l'augmentation est assez forte. La contrainte qui existe, c'est les difficultés d'approvisionnement. Il y a certains sous-traitants qui ne sont pas forcément à la hauteur, je dirais, du développement et du rythme de développement. Et puis, quelquefois, des difficultés de recrutement pour certains types de compétences. Et donc, c'est ça qui vient contraindre le développement de cette industrie. Mais ce qui est positif aussi...